Alors que se profile le 5 novembre 2024 les élections présidentielles américaines, un doute continue à rôder dans nombre d'esprits. L'élection américaine sera-t-elle à nouveau truquée, comme en 2020 au profit des démocrates? Ce ne serait pas la première fois. Les États-Unis, c'est le pays qui a le pire système électoral de toutes les démocraties occidentales, digne d'une république bananière. Mais depuis les élections de 2020 et ces fraudes massives, il est interdit de parler de ce qui était de notoriété publique jusqu'à présent, sous peine d'être taxé de complotiste. Alors il est temps de briser ce tabou et de dénoncer ce système électoral américain et son incroyable fouillis de lois, de réglementations et de modes de fonctionnement. Une autre question est l'acceptabilité par les deux camps du résultat électoral, au risque de faire basculer les USA dans la guerre civile. L'élection, élément pacificateur des tensions politiques, pourrait-il devenir aux États-Unis facteur de désintégration sociale? Vous êtes sur Géopolitique Profonde et l'on se retrouve tout de suite après cela. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. La tension ne cesse de monter. On est à quelques jours de cette élection qui sera majeure, qui sera peut-être le dénouement de ce que nous connaissons aujourd'hui avec Kazan, qui est déjà un immense basculement du monde. On va dire que le résultat des élections américaines, de cela dépendra pas l'avenir du monde, mais comment et quelle acceptabilité par l'Occident de ne plus être la seule puissance hégémonique. Est-ce que ça se passera bien ? C'est ce que je pense avec Donald Trump, ou est-ce que ça va très mal se passer avec Kamala Harris et les néoconservateurs? Moi, je me pose clairement cette question. D'ici là, la revue, bien évidemment, la revue Géopolitique Profonde, nous sommes à la 17e, donc ça fait un moment déjà qu'il y a ces revues, ces recherches qui sont approfondies. Tout ce que vous aimez sur les plateaux du soir, du matin, du midi, est approfondi dans ces revues. Il était vraiment essentiel, si tel n'est pas déjà le cas, de vous y abonner. Vous avez, par exemple, sur le plan strictement économique, on ne parle même pas de géopolitique là, eh bien, à la fois Frank Pengam, qui écrit des articles sur la décentralisation économique et financière, et ça c'est essentiel. Vous avez Andy Busaglia, qui est un des meilleurs spécialistes en macroéconomie. Donc je pense que vous n'y couperez pas, un jour ou l'autre, vous vous abonnerez, si tel n'est pas déjà le cas. Revue papier ou revue numérique, pendant une semaine, c'est gratuit, pas plus. Une nouveauté aussi de Géopolitique Profonde, c'est ce kiosque, cette boutique avec des mugs, avec des suites, devrais-je dire suites, je ne sais pas comment appeler ça, des espèces de sur-gilets ou des sur-t-shirts. Et encore t-shirt, c'est pas bien français non plus comme terme. C'est pas grave, allez, on s'en sort comme on peut, on est sur GPTV. Donc des casquettes, des mugs aussi, GPTV. D'un côté, vous voyez écrit bien GPTV, de l'autre côté, le fameux « il ne faut pas avoir peur ». On va demander d'ailleurs à nos invités du jour et à tous les invités de répéter cette phrase comme un mantra et on sélectionnera le meilleur du mois. Il y a un gars qui est bien sûr hors concours, c'est Mike Borowski, puisque c'est de lui que nous vient non pas la formule, mais sa reprise, puisqu'on sait bien sûr que c'est Klaus Schwab et que ça fait partie de notre générique. Allez, je me tourne tout de suite sur ma droite. L'invité, qui est l'invité principal sur ce sujet des élections américaines, David Lane. David Lane, que nous avons appris à connaître d'ailleurs dans les matinales de Géopolitique Profonde, qui a commis plusieurs articles dans Causeur, qui en ont fait indéniablement le meilleur expert, en tout cas français, du système électoral américain et qui va nous dire tout le bien qu'il faut en penser et combien il n'y a pas de raison là aussi d'avoir peur quant au risque de trucage de ces élections aux États-Unis. Eh bien bonjour David Lane et bienvenue sur ce plateau de Géopolitique Profonde. Bonjour et merci pour votre invitation.
Je me tourne tout de suite vers le second invité qui connaît absolument tous les sujets qui ont rapport de près ou de loin avec l'Occident, même si justement il le voit par le prisme le plus petit, mais c'est souvent par le plus petit des prismes qu'on voit les choses dans les détails. Ce n'est autre qu'Oscar Freisinger, qui maintenant est un habitué de nos différentes plateaux. Bonjour Oscar et bienvenue donc sur ce plateau de géopolitique profonde. Oscar Freisinger, on rappelle, il fut longtemps vice-président de l'UDC, oui. Conseiller valaisien, du Valais, donc du Conseil Valais, ministre, 40 ministres dans le canton du Valais, ministre, oui. Le fondateur d'ailleurs de l'UDC du Valais. Mais il a plusieurs vies, il en avait d'ailleurs avant d'être un homme politique, il en est maintenant un peu ressorti de tout cela, mais il reste un écrivain, un auteur, un romancier, un compositeur de musique aussi. On n'a pas encore fait, mais on s'est promis d'un jour faire cette émission sur ce sujet, puisqu'il est très amateur de country, je crois, entre autres. Entre autres. Ouais. Très bien. David Lane, 3 articles déjà dans Causeur, où vous posez le fait que finalement, même si c'est tabou depuis 2020, et les fraudes massives à mon avis, même si vous allez peut-être nous dire qu'il n'y a pas de preuves manifestes de la fraude, mais néanmoins un certain nombre d'indices, et ça peut parfois suffire dans une enquête. J'aimerais que vous nous disiez un petit peu qu'est-ce qu'il en est de ce système électoral américain qui est censé normalement traduire les résultats de la plus grande démocratie du monde. On en parle, on le dit assez souvent. Donc normalement, quand on est la plus belle et la plus grande démocratie du monde, on a le meilleur système, le plus fiable. Est-ce réellement le cas ? Alors j'ai publié en effet 3 articles dans la revue Causeur. Le premier est consacré à une description du système électoral américain qui en fait est un extraordinaire fouillis parce qu'il y a aux États-Unis 10 000 juridictions. L'État fédéral ne choisit que les lois concernant les élections fédérales. Chaque État particulier des 50 États américains choisit la façon dont les élections sont organisées concrètement dans cet État. Et en fait, chaque juridiction choisit ensuite les règlements sur la façon dont les élections vont se dérouler concrètement. Par exemple, les délais de vote par anticipation, s'il y aura des boîtes pour déposer des bulletins de vote par anticipation dans les rues, les ballot drop boxes, si le bulletin de vote par correspondance pourront arriver peu après la date finale du scrutin, comme c'était le cas en 2020 en Pennsylvanie, où il y a eu un délai de 3 jours autorisé après le scrutin pour l'arrivée des votes par correspondance, qui est quand même un peu inquiétant. Donc tout cela est un énorme fouillis. Et c'est d'autant plus grave qu'en fait, aux États-Unis, ça on ne le sait pas tellement en France, et Oscar Freisinger par contre le sait sûrement, et la Suisse est quand même un des rares pays qui a un système fédéral, donc assez proche, enfin avec toutes les différences notables, mais enfin des États-Unis. Les Américains votent pour énormément de postes, 500 000 postes, dans 80 000 organismes. Donc on se rend compte que quand, dans un pays qui élit 500 000 responsables publics, on peut faire une règle de 3 pour comparer avec la France. En France, on a 5 fois moins d'habitants. C'est comme si en France, nous, Français, nous élisions 100 000 représentants. C'est énorme. Donc les Américains élisent 500 000 responsables politiques. Donc la qualité des élections et la sécurisation des élections est d'autant plus importante qu'ils élisent tellement de personnes. Or, en fait, comme je le montre dans le deuxième article paru dans Causeur, depuis de très nombreuses années, je cite un avis datant de 1934, les spécialistes des élections américains dénoncent le fait qu'il y a d'énormes irrégularités, des erreurs manifestes de la part des employés. Alors là, on parle d'erreurs, mais déjà un système électoral qui ne minimise pas les erreurs n'est pas extrêmement fiable. Des non-respects de lois et de règlements électoraux, des pratiques bâclées, voire des fraudes flagrantes. Et nul autre que l'ancien président américain Jimmy Carter, qui avait créé après, donc avoir été battu par Ronald Reagan en 1980, le Carter Center, et qui s'occupe d'envoyer des équipes d'observateurs dans des pays étrangers autres que les États-Unis pour surveiller les élections, était interrogé en 2004 sur la radio publique nationale, National Public Radio, qui est l'équivalent de France Inter, si on veut. Et la journaliste lui a demandé, en badinant, est-ce que, si on vous le demandait, vous accepteriez de surveiller nos élections ? Et Jimmy Carter a répondu,
à la surprise évidemment de tout le monde, enfin en tout cas de la journaliste et de la plupart des personnes, si les États-Unis étaient un pays étranger qui me demandait de surveiller ces élections, je serais obligé de refuser parce que le système électoral américain n'est pas à la hauteur des normes internationales. Et ça, c'est Jimmy Carter, un démocrate, qui a été président, qui d'ailleurs a été, quand il a lancé sa première campagne, victime de fraude lors des primaires démocrates et qui avait dû porter plainte pour que finalement sa victoire soit validée. C'est Jimmy Carter qui l'a dit. Et je cite ensuite dans la... Ça veut dire que c'était de notoriété publique, que de toute façon ce système était défaillant et n'encourageait pas, j'en sais rien, mais en tout cas n'interdisait en aucun cas la fraude. Alors il y a eu des réformes. Alors justement là c'est en 2004, après la fameuse élection de 2000 en Floride où il y a eu la fameuse affaire où George W. Bush a gagné suite à la décision de la Cour suprême stoppant le décompte après qu'il y a eu des débats infinis sur les petits, vous savez, c'était des fiches avec des petits points, des perforations, et certains étaient restés accrochés. Donc ils ont discuté, hanging chads, ils ont discuté si les petites perforations qui tenaient signifiaient qu'il avait été perforé ou non. Donc, bulletin nul ou valide. Dans la plus grande démocratie du monde. Hein. Donc c'est quand même un peu inquiétant. Donc ils ont eu en 2002 une loi qui s'appelle la HAVA, l'acte HAVA, HAVA, dont le but était de sécuriser les élections, mais en fait, ils ont débloqué 2 milliards au moins de dollars qui leur ont permis d'acheter des machines à voter électroniques qui ne sont pas sûres, qui leur ont permis de généraliser, enfin pas de généraliser, mais qui ont permis à certains États d'introduire le vote par correspondance pour toutes les personnes qui en font la demande sans sécurisation. Donc en fait, ça n'a pas réglé grand-chose, à tel point que le dernier exemple que je cite, c'est des observateurs de l'OSCE, parce que j'ai tenu aussi à montrer que ce n'est pas uniquement des spécialistes américains. Donc l'OSCE, qui est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, envoie depuis plusieurs années des observateurs aux États-Unis, depuis au moins l'élection de 2008, première élection d'Obama, des observateurs, et pour l'élection de mi-mandat de 2022, donc c'est tout récent, c'est la dernière élection, grande élection fédérale, les observateurs de l'OSCE, dans leur rapport, identifient 31 déficiences du système électoral américain, dont 13 graves. Et les domaines où ils identifient des graves déficiences concernent par exemple l'identification des électeurs, savoir si les gens ont le droit de voter ou non. Les listes électorales, savoir s'il y a vraiment seulement les gens autorisés à voter sur ces listes, ce qui chez nous semble quand même assez basique. Les demandes de bulletins de vote par Internet, du bulletin de vote par correspondance. Les observateurs électoraux, j'ouvre une parenthèse, il faut savoir que dans 2 États américains, chose incroyable que j'ai découverte en faisant ces articles, dans l'Alabama et l'État de New York, il est interdit d'observer les élections. Il n'y a pas officiellement d'observateur électoral. Ça serait dommage. Alors l'Alabama est un État républicain et le New York est un État démocrate, mais dans ces 2 États, le code électoral dit qu'il n'y a pas d'observateur électoral. Le décompte se fait hors observateur. Je termine juste rapidement. Il y a aussi la vérification des résultats où il y a des grosses failles et la publication des résultats et la certification des machines à voter électroniques. Donc en fait tout le système. Aiden, on est d'accord que de toute façon, dans beaucoup d'États aux États-Unis, on n'a même pas besoin de prouver son identité. Il est formellement interdit de demander, voire même de présenter, en tout cas par exemple en Californie je crois, sa carte d'identité pour tenter de dire, ben voilà, je m'appelle un tel, je suis bien inscrit sur des listes électorales, puisque ça contreviendrait en quelque sorte à l'accès de tous au système électoral. J'avoue que le côté fallacieux du raisonnement me sidère. Alors c'est absolument incroyable. Pour nous en France qui arrivons dans un bureau de vote qui devons montrer une pièce d'identité ou la carte d'électeur, maintenant elle n'est plus obligatoire, mais la pièce d'identité est évidemment obligatoire, qui devons signer les listes d'émargement après avoir glissé le bulletin dans l'urne, qui est transparente de façon à ce qu'on puisse voir que le bulletin se trouve dans l'urne, qu'il n'en sort pas, qu'il n'y a pas de double fond, qu'il reste jusqu'au moment de la clôture du scrutin, après quoi il est décompté en public. Donc on a quand même sécurisé les élections. Aux États-Unis, il y a 14 États, et ça quasiment personne ne le sait en France, parce que peut-être les grands médias ont la faiblesse ou la paresse d'enquêter sur ce sujet qui pourtant est en libre accès. 14 États américains n'exigent aucune pièce d'identité pour voter, dont la Californie, qui est massivement démocrate, donc de toute façon ils vont gagner, mais aussi par exemple la Pennsylvanie, qui est un État pivot. Et là, évidemment, c'est quand même un peu inquiétant pour un État pivot. Et le Nevada, qui est aussi un État pivot. Il y a en tout seulement 12 États qui exigent une pièce d'identité avec photo stricte. Donc 12 sur 50. Sur 50. Donc dans 38, vous pouvez voter, voilà. Voilà. Et dans les autres, il faut une pièce d'identité, mais sans photo.
Ou alors, la pièce d'identité avec photo est exigée, mais cela dépend, c'est pas strict, c'est pas une obligation stricte, c'est-à-dire que ça dépend du responsable du bureau de vote qui peut décider au coup par coup si oui ou non ils vont demander une pièce de photo d'identité, une pièce d'identité avec photo pour voter. Donc il n'y a que 9 États. L'obligation est totalement stricte, mais j'ai découvert en préparant ces articles, donc je l'ignorais, bien que je travaille depuis pas mal de temps dessus, que en fait, dans 6 de ces 12 États, on peut, pour motif religieux, en prétendant que la religion dont on se prétend interdit d'être photographié, voter sans présenter une pièce d'identité, bien qu'elle soit obligatoire en théorie. Donc il reste que 3 États où l'obligation de présenter une pièce d'identité avec photo est absolue. C'est l'Arkansas, la Géorgie et l'Ohio. Alors ceci dit, ce sont 3 États pivots, je crois, au moins 2. Non, la Géorgie, oui. Pas l'Arkansas. L'Arkansas, vote républicain. L'Ohio, vote républicain. Et la Géorgie, plutôt républicain. Enfin, en 2020, ça a été Biden. Alors, vous êtes en train de me dire que, parce que quand on n'aura pas le temps dans cette émission, on l'a vu, et je rappelle les émissions auxquelles vous avez déjà participé, matinales, vous participerez évidemment aux émissions qui vont suivre directement et analyser les résultats des élections américaines à partir du 5 novembre. Et puis, sur Radio Courtoisie, une émission qui passera juste avant les élections justement américaines, où là, pendant 1h30, on ne parle que de cela. Là, c'est un autre format, mais il y a quand même quelques éléments, à mon avis, essentiels qu'il faut rappeler. C'est pas un délit de sale gueule. Je me rappelle, dans les années 80, on disait il faut pas demander, les policiers n'ont pas le droit de demander une carte d'identité à des voyous dans la rue parce que ça serait un délit de sale gueule. Mais là, en l'occurrence, pourquoi est-ce qu'on dit, mais quand même, il faudrait peut-être qu'une carte d'identité, c'est qu'il y a des rumeurs, alors j'aimerais savoir si vous allez nous les confirmer ou pas, comme quoi plusieurs millions de sans-papiers, de gens qui sont arrivés illégalement sur le territoire américain. Il y en aurait 20 millions d'après certains comptages depuis le début de l'administration Biden. Est-ce que ces gens-là pourront se rendre tout simplement dans un bureau de vote? Est-ce qu'on pourra les déplacer par des cars, par des bus, pour aller faire basculer un État pivot où on sait qu'actuellement, regardez les sondages, eh bien la situation de Kamala Harris est pas désespérée, mais en tout cas, elle est en grande difficulté. Alors, les listes électorales aux États-Unis sont extrêmement gonflées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne devraient pas y être, dans la plupart des États. Et évidemment, plus il y a de personnes sur les listes électorales qui n'ont pas de motif à y être, soit qu'elles soient décédées et qu'elles n'aient pas été retirées des listes, soit qu'elles aient déménagé et qu'elles n'aient pas averti l'État d'origine et que l'État d'origine n'ait pas fait le travail, soit que ce soit des clandestins qui, en passant le permis de conduire, ce qui est autorisé en Californie, en Pennsylvanie, et en même temps été enregistrés sur les listes électorales, soit que ce soit des détenus qui ont été privés de leurs droits civiques, mais qui se trouvent quand même sur les listes électorales parce qu'ils n'ont pas été retirés des listes. Donc, toutes ces personnes peuvent se retrouver sur les listes électorales. Et il y a une organisation américaine qui s'appelle le PILF, Public Interest Legal Foundation, donc Fondation juridique d'intérêt public, qui a publié des dizaines de rapports sur les milliers de noms qui figurent illégalement sur les listes électorales de divers États américains. On peut aller sur le site et vous verrez tous les rapports, et elle montre que dans certains comtés américains, le taux d'inscription sur les listes électorales dépasse même les 130%. Donc, c'est bien. Il y a beaucoup plus, 130% de personnes sur les listes électorales comparé aux... c'est quand même ça fait bouillir Oscar Freisinger. Alors, il y a un État, réagir, oui. Voilà, un État, le Minnesota, où le taux est de 110% au niveau de l'État. Bon, c'est quand même pas mal, ça fait quand même beaucoup de gens qui n'ont pas à y être. Et évidemment, depuis 2020, les législateurs républicains se battent pour faire supprimer ces personnes qui n'ont pas le droit d'être sur les listes électorales. Un certain nombre d'États ont pris des mesures, mais récemment, des juges démocrates, là en octobre, début octobre, ont annulé les purges des listes électorales en Arizona et en Caroline du Nord. Sous quel prétexte ? Le prétexte étant que c'est restreint le droit de vote. Le droit de vote est universel, c'est un droit absolu. Supprimer des gens des listes électorales, c'est réduire le droit de vote, alors même que les gens supprimés sont des gens qui n'ont pas le droit d'y être. Donc on voit, il y a quand même un petit problème. Chose encore plus incroyable, en septembre 2024, le ministre de la Justice démocrate, Merrick Garland, a entamé des procédures judiciaires pour faire annuler les purges de clandestins auxquelles on venait de procéder l'Alabama et la Virginie, sous la direction du gouverneur de l'Alabama et du secrétaire d'État républicain. Donc là, c'est le ministre de la Justice lui-même qui intervient pour
Alors, c'est pas encore annulé, mais pour entamer une procédure judiciaire, il a porté plainte devant un procès, les tribunaux fédéraux, faire annuler la purge de clandestins auxquels ont procédé 2 États sous la direction de leur gouverneur légitimement élu et du secrétaire d'État légitimement élu. David Leyne, pour être très simple et didactique pour des internautes qui n'auraient pas nécessairement compris l'ensemble de ce que vous êtes en train de dire, parce qu'évidemment, il faut avoir lu déjà ces articles. Il y a quand même une base que l'on n'a pas rappelée, parce qu'à vous écouter, on se dit, mais attendez, un juge, il est censé être indépendant. Oui, mais le droit électoral, c'est le même pour tout le monde. Ah ben non. Aux États-Unis, et ça j'aimerais que vous nous fassiez en quelques minutes de synthèse, et on finira probablement sur une dernière question, cet entretien impertinent, que vous nous fassiez une synthèse un petit peu à la fois d'une multitude de droits électoraux aux États-Unis, et nous expliquer pourquoi, et nous expliquer qu'après, le juge de l'élection, c'est pareil, c'est pas pareil qu'en France. En fait, même si en France on peut douter des fois de leur indépendance, mais là, c'est clairement des juges élus, et souvent, il y a une compilation. C'est-à-dire que souvent, si vous êtes dans un comté ou un État démocrate, vous avez plutôt un juge démocrate. Donc avant que ça n'arrive éventuellement à la Cour suprême, et à ce moment-là, on aura déjà prononcé le résultat depuis longtemps, finalement, la fraude, c'est très difficile de la faire établir. Alors c'est exact. Alors les juges aux États-Unis ont un très grand pouvoir. Ils peuvent annuler les lois promulguées par les législateurs, par les élus de l'État fédéral, pour ce qui est de la Cour suprême, ou de chaque État. Et non seulement ils ont un tel pouvoir, mais ils sont aussi élus, comme vous l'avez dit, par le peuple américain. Alors ça, c'est peut-être différent de la Suisse. Je ne sais pas si en Suisse, les juges sont élus. Oui. Oui, aussi. Bon, mais par les parlements, pas par le peuple. Voilà, là, aux États-Unis, comme vous savez, ils sont élus dans la plupart des États par le peuple. Par exemple, les juges des tribunaux familiaux, les juges des tribunaux de district, les juges de la Cour suprême de chaque État, puisque chaque État a une Cour suprême. Mais le juge électoral sont élus. Et de l'élection. Il n'y a pas de juge formellement électoral. Ce sont des juges normaux sur lesquels qui reçoivent des plaintes pour des motifs ayant trait aux élections, qui ensuite statuent. Et ces juges, comme tous les juges, sont élus. Oui, parce qu'il n'y a qu'une juridiction. C'est pas comme en France où il y a les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs. Non, il y a aussi des tribunaux administratifs. Il y a des tribunaux pour les tout petits, les juges de paix encore dans certains États, donc pour les tout petits délits. Mais les juges importants à partir du niveau des juges familiaux et des juges de district, donc qui gèrent en général des affaires quand même entraînant des peines de prison, c'est à partir de ce niveau qu'on considère ça comme important, que sont eux élus par les Américains, et donc ça donne un pouvoir encore une fois très important aux électeurs, mais en plus, comme vous l'avez dit, dans les grandes villes américaines, par exemple, dans les 20 plus grandes... Moi, j'aimerais vous me répondez. Vous n'avez pas répondu sur un point, c'est est-ce qu'il y a un code électoral différent par État, par comté ? Je l'ai dit au début, en fait. Mais est-ce que vous pouvez le repréciser ? Oui, c'est-à-dire, dans chaque État, les lois électorales sont fixées par l'État. Par exemple, tel type de machine électronique est autorisé, tel autre n'est pas autorisé. Mais très souvent, les comtés eux-mêmes peuvent décider ou non d'utiliser telle ou telle machine. L'État fixe les grands cadres. Chaque comté fixe ses règlements électoraux. Et ce qu'on disait, c'est que, par exemple, vous avez certains comtés où on va être beaucoup plus strict sur le corps électoral, et bizarrement, sur la façon d'admettre en général, les problèmes, quand il y a des plaintes ou des soupçons ou des personnes qui demandent des audits, c'est très souvent dans les grandes villes, bizarrement dans les États, dans les comtés et les villes ruraux, dans les comtés ruraux et les villes rurales, des zones rurales, ça se passe relativement bien. Sachant que, comme en France, comme beaucoup des pays occidentaux maintenant, il y a une opposition entre les grandes villes et les zones rurales. Les grandes villes aux États-Unis, les 20 plus grandes, sont toutes gérées par les démocrates, et les zones rurales votent très majoritairement républicains. En France, on a le même phénomène, ça a été rappelé récemment par des statisticiens. En Suisse aussi, voilà, nous dit M. Fressinger. Donc il y a une opposition entre le centre des villes qui vote très à gauche et la ruralité qui vote conservateur. Donc le résultat, c'est que dans les grandes villes, comme vous l'avez très bien dit, les juges sont de façon ultra majoritaire démocrates, puisqu'elles sont dirigées par les démocrates, et que, par exemple, à Philadelphie, les scores, c'est 70 à 80% pour les démocrates. Donc les juges sont tous démocrates. S'il y a des plaintes par des personnes qui aimeraient qu'on enquête sur telle ou telle élection, ce qui ne veut pas dire qu'il y a une preuve de fraude, bien sûr, c'est un début d'enquête, eh bien les juges
vont en général, évidemment, classer sans suite, trouver des subterfuges ou carrément rejeter la plainte parce qu'ils n'ont pas envie Évidemment, toujours en trouvant des arguments juridiques très détaillés. Parfois, j'ai consulté des pièces des rapports d'opinion de juges justifiant leur décision, et parfois ça prend 20 pages où ils expliquent en citant des tas de lois obscures la raison pour laquelle ils ne veulent absolument pas s'occuper d'instruire une plainte. Alors, il y a un fort contentieux. Il y a un fort contentieux électoral. On sait que dans 80% des cas émis à l'amende les démocrates, je résume un peu parce qu'il faut qu'on accélère. Et donc, en fait, ceux qui sont quand même, et ceux traditionnellement, historiquement, il faut se référer soit à vos articles, soit à nos autres émissions. Il y a des explications sur le sujet. En tout cas, les démocrates, en général, dans 80% des cas, sont ceux à qui qu'on retrouve dans le contentieux comme étant des fraudeurs. Donc, j'aimerais qu'on termine cet entretien impertinent, David Leyne, sur l'actualité immédiate. Selon vous, quelles sont les zones critiques, les points sensibles particuliers qu'il faudra observer le 5 novembre et dans les jours qui vont suivre, par rapport à toute cette possibilité de truquer, à votre avis, s'il y a un trucage cette fois-ci, on sait qu'en 2020, ils ont profité de la crise sanitaire pour accroître très fortement le vote par correspondance, où il y avait des facilités de tricher importantes. En 2024, s'il y a une surprise du chef et qu'ils arrivent à inverser in fine le résultat comme on a pu le voir en 2020, ce sera plutôt par quel biais selon vous ? Alors, je dirais que les failles principales sont toujours les mêmes. L'identification des électeurs quand ils votent. Les listes électorales gonflées, puisque là on voit que des juges ont annulé des mesures purgeant des listes électorales. Le vote par correspondance qui est extraordinairement dangereux. En France, on avait le vote par correspondance jusqu'au début des années 70 et il a été annulé parce que justement ça favorisait la fraude. Et ce vote par correspondance a quand même été un petit peu sécurisé par les Républicains. Les machines électroniques, je n'ai absolument rien vu dans tout ce que j'ai lu prouvant qu'il y aurait eu des fraudes électroniques, mais c'est extrêmement inquiétant. En tout cas, ça nous introduit dans l'ère du soupçon, puisque la machine électronique est faite pour anonymiser tout ce que les choix des électeurs, et théoriquement, comptabiliser ensuite, véridiquement, ces choix. Alors, je ne dis pas qu'il y a une preuve de fraude, je n'ai pas de preuve, moi, et j'en ai pas vu, mais l'obligation même d'anonymiser les résultats fait qu'on ne peut en aucun cas faire confiance à une machine à voter électronique, quelle qu'elle soit, même s'il n'y a pas de fraude. On ne pourra jamais savoir, puisqu'elle est faite pour cacher, pour empêcher que l'on puisse remonter. Sinon, il n'y aurait plus de secret. Mais pourtant, on leur avait dit, c'est-à-dire que quand on sait qu'il y a des soupçons 4 ans après, normalement, on est censé prendre des mesures. Par exemple, on disait qu'il ne faut pas mettre un modem, il y a pour éviter, dans tous les cas de figure, qu'il puisse y avoir une intervention extérieure. Il y a des moyens quand même de sécuriser. Alors, la question des modems, je l'évoque en effet dans un article, c'est un spécialiste des élections, Hans von Spasskovski, qui est un ancien membre de la commission électorale américaine et qui dirige un site, le Heritage Foundation, justement, donc il y a une base de données que j'ai consultée sur les fraudes électorales, punies par la justice américaine, et il faisait remarquer que les machines électroniques, alors elles ne sont pas branchées en permanence par modem, mais quand il y a des mises à jour, elles peuvent être branchées par modem, ou alors la mise à jour est faite par des clés USB. Et évidemment, de toute façon, c'est toujours pareil, dès qu'on peut accéder à une machine à voter électronique, on peut avoir un doute. Non pas qu'il y ait une preuve de fraude, mais c'est une faille de plus. Et si vous voulez juste que je termine sur les machines à voter électronique, il y a chaque année une réunion à Las Vegas qui s'appelle DEF CON, lors de laquelle des hackers, les meilleurs hackers américains, et d'ailleurs les moins bons aussi, se réunissent, et ils se réunissent autour de machines à voter électronique, et ils essaient de les pirater. Et en général, en 15 minutes, ils réussissent à pirater la machine à voter électronique. Alors, c'est pas aussi facile dans la réalité, parce que dans la réalité, les pirates éventuels ne disposent pas d'un accès facile, aisé à une machine à voter électronique. Mais donc les machines à voter électronique, elles sont stockées dans des hangars entre les élections. Ces hangars sont sécurisés par des caméras, des codes pour entrer. Seuls des employés électoraux assermentés ont le droit d'y rentrer. Mais enfin, toujours est-il que ces machines, elles restent stockées dans un hangar pendant 2 ans entre chaque élection fédérale. Et le jour de l'élection, évidemment, il y a beaucoup de gens dans le bureau de vote. Les employés électoraux ont accès, sont les seuls, théoriquement, à avoir accès aux machines à voter électroniques. Mais d'ailleurs, un point intéressant que nous n'avons pas évoqué lors des dernières émissions, il y a un processus qui s'appelle l'adjudication des bulletins de vote. Quand un bulletin de vote qui a été scanné par le scanner électronique est problématique parce que peut-être il y a un trait qui ne marche pas, le scanner n'a pas bien scanné, etc., l'employé électoral visionne sur son écran le bulletin de vote et décide ou non la validation de ce bulletin de vote et peut même changer. Il y avait eu dans le Coffee County
de Géorgie en 2020, une employée électorale qui montrait à quel point c'était facile, peut changer d'un simple clic même l'attribution du bulletin de vote à tel ou tel candidat, en jugeant que la croix était mal faite, donc en fait cet électeur voulait dire ceci, cela, et cela sans aucun observateur. J'ai bien écrit Trump, mais il y a un trait là qui me fait dire que c'est probablement Harris. Cette employée électorale, c'est visible toujours sur YouTube, montrer elle-même, regardez à quel point c'est facile de faire ça. Alors je ne dis pas que ça a été fait, mais c'est une faille énorme. Et on rappelle que s'il y avait contestation, par exemple en Géorgie, le juge géorgien, qui est un juge démocrate, a interdit le double comptage, c'est-à-dire on ne recompte pas ce qui pourrait avoir été compté, mal compté par une machine. Alors là où vous faites allusion à la Géorgie, donc à un État pivot, oui, où en juillet dernier, le bureau électoral de l'État, qui comprend 5 membres, 3 républicains et 2 démocrates, les républicains ont récemment repris la majorité dans ce bureau, ont adopté 7 mesures qui semblent évidentes pour tous les Français, les Suisses et les autres Européens. L'une d'entre elles, c'est compter le nombre de bulletins papier et comparer avec le nombre de bulletins enregistrés sur les machines électroniques. Oui. Ça semble logique. Oui. Et la deuxième, c'est comparer le nombre de bulletins de vote avec le nombre d'électeurs. Ça semble la moindre des choses. Évidemment. Voilà. Et en septembre, récemment, en Géorgie, un juge démocrate du circuit fédéral qui avait été nommé par les démocrates a cassé cette mesures en les déclarant illégales et inconstitutionnelles pour faire bonne mesure. Bien sûr. Donc, en Géorgie, malgré ce que le bureau électoral de Géorgie avait décidé, il n'y aura pas de comparaison du nombre de bulletins de vote papier avec le nombre de bulletins de vote enregistrés sur les machines à vote électroniques, et il n'y aura pas de comparaison du nombre de bulletins de vote papier avec le nombre de votants. Pour quelle raison ? Je ne dis pas que ça prouve quoi que ce soit, mais ça prouve qu'il y a des failles. Ça prouve que les responsables démocrates ne veulent pas sécuriser le système électoral. Exactement. Voilà. Bon, je pense qu'on en a assez entendu. On va débattre sur le sujet, mais là, vraiment, c'est haro sur le baudet. Ça va être très compliqué. J'espère que ça n'aura pas d'incidence ou les incidences qu'on pourrait imaginer. Oscar, tu vas pouvoir, juste après cette petite pause, c'était la fin de l'entretien impertinent, on fait une toute petite pause publicitaire et on revient tout de suite avec toi, justement. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.